Je vous remercie, madame. La parole est maintenant à Boris Vallaud, pour le groupe Nouvelle Gauche, et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteuse, mes chers collègues. Chaque drame médiatisé est l'occasion d'un débat public passionné, mais ces débats ne sont souvent que la partie émergée d'un iceberg de détresse qui place quotidiennement les familles, les personnels soignants, les malades eux-mêmes devant des décisions difficiles, parfois équivoques et le plus souvent tragiques, qu'il s'agisse de franchir le pas dans la clandestinité et le silence d'un service, de l'euthanasie ou de faire le choix inverse alors que le patient demande avec insistance un geste libérateur. Difficile et douloureux débat qui ne se résume pas à dire le bien et le mal, le juste et l'injuste. Rien dans ce débat n'est d'une évidente rationalité. Rien d'ailleurs dans ce débat n'est radicalement neuf. Le débat d'ailleurs ne date pas d'hier. Francis Bacon, déjà en 1605, suggérait que l'office du médecin n'était pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et les souffrances attachées aux maladies. Et cela non seulement en tant que cet adoucissement de la douleur, considéré comme un symptôme périlleux, contribue et conduit à la convalescence, mais encore afin de procurer aux malades, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort douce et paisible. Cette définition de ce que l'on appelait alors la bonne mort précède le terme d'euthanasie et désigne à l'époque, au regard de la définition qu'on lui donne aujourd'hui, les soins palliatifs. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le terme prend son acception moderne et livre ses deux pendants, l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Et entre les deux, il y a bien souvent la conscience des familles, des médecins, des juges aussi, dont la jurisprudence tantôt condamne, tantôt relaxe. Et puis, il y a l'opinion publique partagée sur cette question et chacun d'entre nous qui se demande « et si c'était moi ?» La question n'est pas simple et il serait hasardeux de la réduire à un combat entre progressistes et conservateurs. Nous aurions d'ailleurs tort de tomber dans la caricature et la facilité consistant à surpolitiser ce débat. Les extraordinaires progrès de la médecine, l'emprise des sciences et des techniques placent chaque jour les médecins, les patients, les familles devant des choix difficiles et nouveaux. Depuis plusieurs années, le législateur a engagé un travail important d'adaptation de notre droit. Je pense à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie qui a légalisé la possibilité d'arrêter ce que l'on appelait l'acharnement thérapeutique. Je pense, sous la 14e législature, à la loi du 2 février 2016 créant des droits nouveaux en faveur des malades et des personnes en fin de vie. La loi Claes-Leonetti pose le principe selon lequel toute personne a droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. C'est une loi de progrès, je le crois, qui tente au développement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, qui ouvre un droit à la sédation profonde et continue, une loi qui a renforcé le statut des directives anticipées et précisé la mission de la personne de confiance. Nous le voyons, la société et le législateur travaillent depuis des années sur cette question d'un droit, le droit de choisir, qui suppose lucidité, connaissance, demande réitérée, et tous les choix, s'ils peuvent être faits de cette manière, sont dignes. Que l'on choisisse d'avoir recours à ces pratiques de l'euthanasie ou du suicide assisté, ou que l'on choisisse de ne pas y avoir recours. La dignité n'est pas dans telle ou telle condition de décès, elle est dans la possibilité offerte à chacune et à chacun de choisir. Ce qui est indigne, c'est de ne pas pouvoir choisir. C'est la raison pour laquelle cette question est, à notre sens, intrinsèquement liée au devoir de la société d'accompagner le malade via les soins palliatifs. Il existe incontestablement et avant toute autre chose un droit à vivre dans la dignité, engageant notre responsabilité sociale et morale. On ne saurait traiter de la question de l'euthanasie sans lui lier indéfectiblement celle des soins palliatifs. Or, de ce point de vue, la mise en œuvre effective de ces soins souffre d'inégalités géographiques et entre services et d'une culture palliative, cela a déjà été dit, encore insuffisamment partagée, conduisant à des prises en charge défaillantes. Un rapport récent d'IGAS, publié en janvier 2017, a mis en évidence que le risque d'une absence ou d'une insuffisance de soins palliatifs existe pour plus de 75% des personnes en nécessitant, soit environ 300 000 personnes par an. C'est considérable, c'est inacceptable.
48% des lits en unité de soins palliatifs seraient par ailleurs concentrés dans la région Île-de-France, où vivent 18% de la population française, selon Jean-Luc Romero, lors de son audition par Madame la rapporteure. Le développement des soins palliatifs doit donc être une priorité de santé publique, parce que précisément, ils sont la condition sine qua non pour que les malades puissent bien vivre. La possibilité de recevoir, mais aussi de refuser des soins palliatifs. C'est la possibilité d'un exercice complet par le malade de ses droits et de sa liberté de choisir. Lier euthanasie et soins palliatifs, c'est aussi évacuer l'argument consistant à réduire l'euthanasie à un contournement des soins palliatifs. Par ailleurs, la nécessité de légiférer en matière d'euthanasie et de suicide assisté est aussi à examiner au regard des pratiques déjà existantes sur notre territoire. D'après l'étude de l'INED de 2012, entre 2000 et 4000 personnes en phase terminale reçoivent une aide active à mourir chaque année en France. Vous indiquez, Madame la rapporteure, dans votre rapport que Jean-Luc Romero a rappelé lors de son audition qu'on estime aujourd'hui à environ 4000 le nombre d'euthanasies clandestines pratiquées chaque année en catimini dans les hôpitaux français et que les 4/5 d'entre elles n'étaient pas demandées par les personnes concernées. L'absence d'encadrement légal, on le voit bien, expose à toutes les dérives. Nous savons aussi que de nombreuses Françaises, que de nombreux Français se rendent à l'étranger dans les pays dans lesquels l'euthanasie ou le suicide assisté sont autorisés. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est inspirée des lois belges et luxembourgeoises. Elle légalise l'euthanasie et le suicide assisté sous condition d'en respecter les procédures pour les personnes atteintes d'une affection grave ou incurable et les pénalise la participation des médecins à une euthanasie ou à un suicide assisté. Ce débat mérite d'être conduit et je remercie ceux qui en ont été à l'initiative de nous l'autoriser ce soir. Pour que puisse advenir en réalité un nouveau droit, une liberté nouvelle. Car il y a derrière cette question de l'euthanasie, c'est-à-dire de la volonté individuelle la plus pure, celle aussi fondamentale du sens que nous voulons donner à la liberté. Car oui, cette liberté ultime mérite la considération, le respect et la protection de la société. Le désir d'avoir sa mort à soi devient de plus en plus rare. Quelque temps encore, il deviendra aussi rare qu'une vie à soi, écrivait Rainer Maria Rilke. Votre proposition de loi, d'une certaine manière, crée un droit nouveau, celui d'avoir une mort à soi. Sur les questions touchant à la vie et à la mort, le groupe Nouvelle Gauche pratique la liberté de vote, ces choix relevant de la conscience de chacun. Cependant, je dois vous dire qu'une position majoritaire au sein de notre groupe est favorable à la création d'un nouveau droit de choisir sa fin de vie. Cette liberté doit bien sûr être encadrée par des conditions strictes pour éviter des dérives. Le choix personnel de sa mort doit pouvoir se faire dans le respect de toutes les consciences. Pour ma part, et au nom du groupe Nouvelle Gauche, je voterai, si j'en ai la possibilité, cette proposition. Merci. Je vous remercie.